Nous tiendrons, voilà comment Emmanuel Macron a choisi de conclure cette allocution de 24 minutes ce soir, allocution sur laquelle on va revenir avec les grands visages, les grandes signatures, les meilleurs analystes de LCI. Elisabeth Martichoux est avec nous, Arlette Chabot, Éric Brunet et le professeur Casalino. Bonsoir à tous. On va également avoir des réactions tout à l'heure, réactions sanitaires, réactions politiques pour revenir sur ces annonces. Il y a eu beaucoup de choses. Que retenez-vous pour commencer, Elisabeth ? On attendait des éclaircissements du président Macron. Est-ce qu'il y a eu des surprises, des coups de rein, des annonces disruptives? La réponse est non. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles? Oui, en particulier pour tous les départements qui aujourd'hui pouvaient se sentir épargnés par la circulation du virus. Mais on voit bien que les taux d'incidence montent partout, hein, même s'ils ne sont pas spectaculaires. Donc eux vont tous être mis au régime que connaissent les 19 départements, qui est déjà très coercitif, hein, on le rappellera. Est-ce qu'il y a des mea culpa? Non. Pas de mea culpa, ça c'est très clair. La stratégie, nous avons bien fait. Les écoles, nous avons bien fait. Un tout petit regret sur les défauts de rendez-vous de vaccination. Là, il a effectivement consenti une mesure pas acceptable, ou en tout cas, il a dit « je suis désolé ». Est-ce qu'on y voit plus clair pour l'avenir? Il a répété qu'on accélérait sur évidemment la vaccination. Professeur Casalino, combien de fois il l'a fait déjà? Depuis le début janvier, où Olivier Véran est venu dire, vous vous rappelez, il avait fait l'éloge de la lenteur, puis à un moment, il a dit, ça suffit, on va accélérer, ça n'arrête pas. On verra, il a donné des rendez-vous. Et enfin, le plus important peut-être, parce que malgré tout, c'est un tournant, c'est l'école. Il n'a pas dit qu'on fermait les écoles, il a donné un calendrier. Alors, il faut prendre un peu de Doliprane. Hein. La semaine prochaine, c'est en distanciel. Il y a 2 semaines de vacances. Et ensuite, il y a encore du distanciel. C'est très compliqué pour les familles qui avaient prévu des vacances. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous avez des jeunes enfants. Je suis en train de revoir prendre la revoir deuxième semaine de vacances de Pâques. Eh bien, il faudra y renoncer peut-être, parce qu'il faudra retourner à l'école, peut-être en distanciel. On va y revenir, bien sûr. Et les vacances, ce sera de toute façon à la maison. Pas question d'aller dans une autre région. Arlette Chabot. Ah, c'est dur quand même. Hein. Alors, moi, c'est un coup de bambou ce soir. Je suis frappée par le « nous ». Hein. Il n'y a pas « je » une seule fois. Hein. Il dit toujours, Emmanuel Macron dit « j'ai décidé, je voulais, je demande ». Non, c'est « nous allons ». Donc, on se rassemble, on est tous ensemble. Et en gros, on a un dernier effort. Effectivement, il n'y a aucun regret. Hein. C'est la même stratégie qui se continue. Il dit qu'il a bien fait. En gros, on a compris de ne pas prendre des mesures difficiles au mois de janvier et d'attendre que ces mesures deviennent absolument nécessaires. Hommage aux médecins, évidemment. Et l'hôpital tient. La situation à l'hôpital est tenue, maintenue. Donc là-dessus aussi, rassurez-vous, tout va bien. Encore un effort. Effectivement, la vaccination, c'est le seul petit moment où il y a l'amorce d'une esquisse, d'un regret, en tout cas, évidemment, mais jamais d'erreur. Il dit au début qu'il faut beaucoup d'humilité et de détermination. Il y a plus de détermination que d'humilité. Et puis, il y a le souci, évidemment, du président d'ouvrir des perspectives. Alors, d'un seul coup, je me suis cru au Royaume-Uni. Hein. Mi-mai, on va rouvrir les bars, les restaurants. Les terrasses. Formidable. Les terrasses aussi. Certaines terrasses. Certaines terrasses. Ça s'emballe pas trop quand même. Hein. Excusez-moi, quand même. Je veux dire, là, d'un seul coup, j'ai revu les images de Londres, quoi. Hein. Et donc, et les lieux de culture. Et effectivement, il y a beaucoup de précautions de langage pour ne jamais employer les mots qui fâchent. Je ne parle même pas de confinement, mais on ne ferme pas les écoles, bien sûr. On change le calendrier, ce qui est quand même beaucoup plus facile à avaler, avec un mot qui revient, c'est la confiance, la responsabilité des Français. Éric Brunet. Ben le décalage, le fossé qui commence à se creuser entre les États-Unis, l'Angleterre et Israël d'un côté et les pays européens d'un autre côté, et la France, prend tout son relief ce soir. Bon, Israël, pardon pour cette image, mais les jeunes dansent sur les tables à Tel Aviv. En Angleterre, on a réouvert les golfs et peu à peu, on réouvre la société. Boris Johnson a dit qu'il allait boire une pinte de bière très vite cette semaine. Les golfs sont ouverts en France. Hein, oui, alors les golfs sont ouverts en France. Enfin, bon, l'Angleterre avait quand même encore pendant quelques un système de coercition assez dur, mais ne plaisantez pas parce que alors que ces pays retrouvent le sourire, nous, on est en train de rentrer dans un confinement
assez dur qui n'est pas sans rappeler le premier confinement qu'on a vécu. C'est pas tout à fait la même chose, certes, mais c'est quand même un confinement des mesures assez jacobines. D'ailleurs, c'est la fin de la décentralisation et de la territorialité. À Brest, on sera la même enseigne qu'à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Bon, voilà. Alors effectivement, c'est assez compliqué. Elisabeth le disait tout à l'heure. Il a fallu que je fasse quelques textos à mes filles adolescentes pour leur expliquer qu'il va y avoir une semaine d'école en distanciel, puis 15 jours de vacances pour tous, puis encore une semaine en distanciel. Bref, elles n'iront pas à l'école pendant un mois, pendant 4 semaines. C'est vrai que donc on rentre encore une fois, ça n'est peut-être pas ce que nous avons vécu il y a un an, mais on rentre quand même, alors que les autres sortent du tunnel, nous entrons dans une période qui n'est pas très réjouissante. Alors j'ai entendu le président nous dire, attention, on va réouvrir les bars et puis nous allons tous être vaccinés, ça va être formidable. Oui, la réalité, c'est qu'on est en train d'entrer dans le tunnel et que les perspectives heureuses, souriantes, sont assez lointaines. Et avant d'entendre la réaction du professeur Castellino, on va retrouver à l'Élysée avec Céla Beaugriot. Dites-nous, Céla, comment se sont prises ces décisions dans la dernière ligne droite aujourd'hui à l'Élysée? Écoutez, ce que l'on sait, c'est que le chef de l'État a peaufiné son discours jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas si cela allait être enregistré ou alors diffusé en direct. Finalement, ces 24 minutes d'allocution ont été sa première prise et c'est donc cette allocution qui a été diffusée. Emmanuel Macron a d'abord commencé en expliquant que beaucoup allait se jouer au mois d'avril. Il est revenu sur la stratégie vaccinale mise en place depuis le début de l'année et l'a assumé. Je vous rappelle les principales mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. D'abord, un élargissement des règles qui sont actuellement en vigueur dans 19 départements. Cela concernera désormais le pays tout entier. Pas de déplacement interrégion après le 5 avril. Les Français pourront donc encore se déplacer pendant le week-end de Pâques. Et puis, à noter également donc la fermeture des écoles pour 3 semaines avec une reprise progressive selon les niveaux, les 26 avril et les 3 mai. Et puis, dernière chose, le chef de l'État a promis que la sortie de crise se dessinait, notamment grâce à l'accélération de la campagne de vaccination. À partir de la mi-mai, les plus de 50 ans pourront eux aussi prétendre à la vaccination. Merci beaucoup, Céla Beaugriot. Professeur Castellino, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ces mesures, au moins, elles serviront à donner un peu d'air aux services hospitaliers? Est-ce que ça va servir à quelque chose, ces efforts? Et est-ce que ces efforts seront suffisants ou pas? Je sais que c'est pas populaire ce que je vais dire, mais il faut dire la vérité. Une épidémie est un phénomène mathématique. C'est le nombre de contacts, c'est la transmissibilité du virus et le respect des mesures par la population. Il y a une série de variables et c'est mathématique. Oui. Les modèles mathématiques ont des marges d'erreur, bien sûr. Un peu dans le temps, un peu plus de retard, un peu en avant. Il y a des variabilités. C'est un peu plus fort, un peu moins fort. Mais le modèle mathématique, il s'applique toujours. Et donc ? Et aujourd'hui, avec ce que moi je viens de voir, je ne vois pas qu'est-ce qui va freiner de façon violente l'épidémie pour démentir le fait que dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, le système hospitalier ne tiendra pas. Donc ça ne suffit pas? Mais bien sûr que ça ne suffit pas. Parce que, sauf si je me suis endormi à un moment, parce que sur 24 minutes, les 13 ou 14 premières, il y a eu des justifications. Et après, il y a eu l'école, et peut-être je me suis assoupi, je n'ai rien vu d'autre. Si, il a aussi parlé des services de réanimation en disant que les capacités allaient augmenter. C'est une promesse qu'il a faite ce soir. Non, mais la capacité à augmenter les lits de réanimation, c'est avoir le personnel. Ce n'est pas, vous savez, comme les pubs à la télé sur des cartes de crédit, qu'il y a des choses qu'on peut acheter avec la carte. Il a dit qu'il allait mobiliser précisément le personnel. Non, mais mobiliser le personnel, c'est nous qui le voyons tous les jours, c'est pas lui. C'est nous qui le voyons. Et croyez-moi, aujourd'hui, pour mobiliser le personnel, on a déjà beaucoup mobilisé. Dans la première vague, on avait réussi à le faire parce que nous avions eu des centaines, des milliers de personnes de la province qui n'étaient pas touchées, qui sont venues à Paris nous donner un coup de main. Et ils ont été là. Là, aujourd'hui, toute la France est touchée. Toutes les cartes d'incidence, c'est rouge partout aujourd'hui. Donc il a raison de prendre ces mesures sur le plan national. Mais bien sûr. C'était une demande. Mais les demandes, vous savez, c'est la phrase d'Einstein. Ce qui est fou, c'est de penser qu'en appliquant les mêmes choses, nous obtiendrons des résultats différents. Nous sommes en train d'appliquer les mêmes choses qui n'ont pas réussi à éviter que l'épidémie flambe partout en France
et continue à s'installer de façon importante, même dans les régions où elle était déjà appliquée. Là où je suis d'accord avec vous, et en désaccord avec ceux qui disent que là, c'est très mauvaise nouvelle, c'est que, par exemple, on prend l'Île-de-France. Qu'est-ce qui change en Île-de-France? Mais rien. Si vous n'avez pas des enfants à l'école primaire que vous allez devoir récupérer pour faire l'école avec eux, et bonjour d'ailleurs, c'est compliqué avec le télétravail, etc., mais rien ne va changer. Vous ne pourrez pas aller en vacances dans d'autres régions, c'est ça quand même le changement. Mais c'était déjà le cas, je vous rappelle. Ah non, ça devait s'arrêter à la mi-avril. Oui, vous avez raison, Elisabeth, il y a des centaines de milliers d'enfants qu'il ne va pas y avoir de flux, de circulation dans le métro, dans les transports en commun en Ile-de-France, dans les RER, dans les bus scolaires, etc. Donc ça va limiter fortement les flux. Mais, et les enfants ne ramèneront pas la maladie à la maison. C'est aussi ça. Non, mais la question qui se pose, c'est... Ça peut ralentir, parce qu'il a dit quand même que les premières mesures du 18 mars avaient déjà eu un petit effet, un léger effet. C'est pas ce petit effet qui nous permettra d'éviter. Regardez, il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait des régions qui disaient « Nous, on n'est pas touchés, laissez-nous tranquilles, tout va très bien ». Aujourd'hui, elles sont toutes touchées, avec des taux d'incidence qui sont passés au-dessus de 200, au-dessus de 300. Éric Brunet. Mais sur le plan philosophique, c'est vrai qu'Elisabeth a raison de soulever le sujet. On aurait pu imaginer une sévérisation des mesures dans les régions touchées, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, avec pourquoi pas, soyons fous, un confinement total. Mais là, on est en train de se rendre compte que finalement, les gens qui habitent à Dax, à Quimper, je ne sais pas, à Alençon, à Clermont-Ferrand et à Digne vont être à la même enseigne que les gens qui sont en Seine-Saint-Denis. Ça peut sembler paradoxal. Là, on a encore une fois, c'est la fin de la territorialisation pour une espèce de choix jacobin. Alors c'est sympa, on aime bien l'égalité en France. On aime bien, on est tous à la même enseigne. Mais c'est vrai que pour les Franciliens, par exemple, il n'y a pas grand-chose qui change, à part la question des enfants. Mais en même temps, ça signifie, que le président juge que la situation est grave. Ce n'est pas juste forcément des choix de territorialisation ou bien l'expression du centralisme qui n'est pas toujours démocratique, mais en tout cas des décisions imposées de Paris. Ça veut dire que, sous-entendu, moi ce que je comprends, c'est que la situation est très grave. Il a peur que déjà dans toutes les régions, même celles qui sont moins touchées aujourd'hui, le soit demain. Il l'a dit, un variant qui est plus dangereux, qui est plus contagieux. Donc c'est ça que moi je l'interprète comme ça. C'est pas un changement juste de stratégie dans le choix ou l'imposition des mesures. C'est qu'il y a, comme il le dit, une situation qui impose aujourd'hui. Donc elle est grave, même s'il ne nous dit pas, comme Olivier Véran ou comme le Premier ministre, c'est grave, c'est très grave, la situation est dramatique. Il n'emploie aucun de ces mots absolument jamais. Mais moi je le comprends comme ça. Mais surtout, les semaines que nous venons de passer à Paris, avec ces nouvelles règles qui nous ont été imposées, n'ont pas permis de freiner. Il a dit on commence à en avoir les premiers effets. Les chiffres sont les chiffres, il faut analyser les chiffres. La stratégie a eu des effets, mais limitée face aux variants. C'est ce qu'il a dit. Limité. Mais aujourd'hui, le variant représente en Île-de-France 90-95% des souches, et dans le reste de la France, 80% des souches. Oui. Donc, quand on se dit le variant nous pose un problème, posons-nous la question. On est en train d'essayer de sauver un patient grave avec des petits sirops d'antitussifs. Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, il fallait une décision courageuse. Il fallait peut-être un sirop avec un goût amer, mais qui ait une efficacité. Ce qui veut dire confinement total. Mais ça n'est pas supportable par les Français. Je sais que c'est impopulaire, mais il est vrai qu'à la fin, quand on commence à dire « je sais que c'est difficile et que pour tout le monde c'est dur et il faut ouvrir les terrasses », excusez-moi, hier je suis parti de Bichat à 20h, j'ai roulé jusque chez moi, toutes les terrasses étaient ouvertes. C'est au-delà de l'insupportable, c'est dans l'inacceptable. Un confinement total, ça n'est pas acceptable. L'Élysée, bardé de sondages tous les jours pour essayer justement de comprendre où en est l'opinion, je peux vous dire qu'ils ont vraiment vérifié que ça n'était plus supportable. Le confinement du mois de mars, vous vous rappelez, tout s'est arrêté et on a même parlé d'une menace d'écroulement. Ça n'est plus supportable économiquement, ça n'est plus supportable moralement. Donc, ils cherchent toujours cette petite voie. Et, les mesures sont quand même déjà assez coercitives, on le rappelle. Et maintenant, elles vont l'être pour tout le monde. Si on résume sur le plan politique,
il fait beaucoup de mécontents. D'abord, tous les habitants de la moitié ouest de la France, ils vont pas comprendre, ça n'est pas rien. Tous les gens qui sont de la Normandie jusqu'à Perpignan, toute cette grosse moitié ouest qui n'est pas tellement exposée au virus, se dit pourquoi nous, enfin, on n'en est pas des franciliens, nous. Pourquoi est-ce qu'on ferme nos commerces? Les commerçants vont fermer ce soir, enfin lundi prochain, certains commerçants. Et deuxième, bien évidemment, mécontent, les soignants des zones les plus touchées, notamment l'Île-de-France, qui dit mais finalement, chez nous, peu de choses changent. Donc, c'est pas avec ces mesures qu'on va résoudre les problèmes critiques dans les zones les plus touchées. Arlette, vous êtes d'accord avec ce diagnostic sévère d'Éric Brunet? Il a raté toutes les cibles, au fond, Emmanuel Macron, ce soir? Non, mais de toute façon, je veux dire, je pense que c'est une situation absolument impossible, quoi. Voilà. Et moi, je suis désolée, mais je trouve que ne pas dire carrément les choses, c'est-à-dire il y a toujours une volonté de tourner un tout petit peu autour des sujets les plus difficiles, les expressions. Je reviens beaucoup là-dessus parce que moi, je suis sensible à ça. Je pense qu'il faut dire cash aux Français les choses. Voilà, c'est cash la situation. Elle est comme celle-là. Là, on tourne un peu. Donc, il y a de l'incompréhension, sûrement. Moi, je suis très étonnée par les commerces, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on avait beaucoup évoqué aujourd'hui. Des mesures étendues à toute la France, celles qu'on vit notamment dans les Hauts-de-France et effectivement en Île-de-France. Donc, c'est quand même très, très, très sévère, quoi. Et le seul espoir, ça on a bien compris, parce qu'il insiste tellement, mais il faudrait que ça se réalise, c'est évidemment la vaccination. C'est-à-dire vacciner. Mais moi, j'ai entendu toute la journée, comme vous, des élus dire qu'ils ont de très beaux centres de vaccination. Seul problème, c'est qu'ils n'ont pas de doses. Et là, franchement, il ne faut pas qu'il se rate, si j'ose dire, le président de la République. Là, il le paiera vraiment très cher, et je crois qu'il le sait. Vous avez commencé à entendre les réactions sanitaires, dont celle sévère du professeur Castellino. Les réactions politiques le seront-elles tout autant? On va commencer avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est avec nous, le président de Debout la France, député de l'Essonne. Bonsoir. Quelle est votre réaction à cette allocution présidentielle? Est-ce que vous êtes satisfait de ces mesures, ou vous dites c'est trop ou trop peu? C'est pas la question. D'abord, je suis stupéfait. On est 1 an après, et le président de la République est sur son nuage. À aucun moment, au moins un mea culpa, au moins se dire et dire aux Français, tiens, on n'a pas augmenté le nombre de lits de réanimation. Moi, j'avais demandé qu'à la sortie du premier confinement, on prenne des mesures pour anticiper. Il y a exactement le même nombre de lits de réanimation pérennes, structurels. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Il n'y a pas un mot sur la diffusion des soins alternatifs. Il n'y a pas un mot sur les frontières qui ont été très mal contrôlées après les déconfinements. Donc, en fait, ce qui est effrayant en entendant le président de la République, c'est qu'on se dit, on pourra peut-être surmonter, là, passagèrement, mais après, on aura un 4e confinement. On va s'arrêter quand? Et ce que je lui reproche, c'est l'absence de cohérence. Voilà, je lui reproche cette absence de cohérence, parce que son parti pris de dire on ferme pas tout, je pense qu'il a raison. Et je pense que tous ceux, là je vous entendais, qui veulent l'enfermement, ne se rendent pas compte que le pays n'en peut plus et que de toute façon, il ne sera pas respecté. Parce que les Français n'en veulent plus. En revanche, si on choisit cette stratégie douce, alors il faut des mesures plus fortes sur la responsabilisation individuelle, être beaucoup plus sévère dans les quartiers où c'est la fête tous les soirs. Tous les soirs. Et là, en fait, on va punir les honnêtes gens, les commerçants qui ne représentent aucun risque, qui vont fermer dans toute la France, alors qu'il n'y a aucun risque sanitaire. Le couvre-feu qui est trop tôt à 19h, les gens s'entassent dans les transports, aucun risque. Parce qu'en vérité, on enferme les Français dans ce choix, confinement ou pas confinement. Alors qu'en vérité, le problème, c'est la responsabilisation individuelle, quitte à être plus sévère dans certains quartiers où c'est vraiment, je vous l'assure, élus de banlieue, c'est l'anarchie la plus totale. Et la dérive des chiffres vient de là aussi. Est-ce que vous pensez, Nicolas Dupont-Aignan, qu'une colère aussi va monter dans l'ouest de la France, qui risque de ne pas comprendre pourquoi elle est mangée à la même sauce que les pays, enfin que les régions, qui sont très touchées, Île-de-France, Hauts-de-France? Mais bien évidemment, et puis de toute façon, ce sont des mesures totalement inutiles, et les Français l'ont compris. Pourquoi interdire d'aller chez un marchand de chaussures alors que ça n'y a aucun risque? Pourquoi en Île-de-France, je le vois dans ma ville, les gens s'entassent dans le RER tous les soirs avec des masques qui d'ailleurs ne filtrent rien? Pourquoi on n'offre pas des masques FFP2 pour les gens fragiles, les personnes âgées qui prennent des transports, comme l'a fait Mme Merkel? Donc moi je crois que, en vérité, ce qui pêche dans ces interventions et dans tout ce qui se passe dans le pays, c'est qu'on nous enferme dans confinement, pas confinement. C'est pas ça le problème. Il y a des pays qui n'ont pas confiné du tout, qui n'ont pas plus de morts que nous, mais qui en revanche
ont responsabilisé les individus. Alors oui, télétravail, oui, l'interruption, une semaine de plus des écoles, c'est pas idiot. Ça, il fallait sans doute le faire, mais pourquoi le faire partout? Je pense qu'il fallait le faire dans les zones difficiles. Et puis, en revanche, j'insiste, augmenter les lits pérennes de réanimation, ça prendra du temps, mais on aurait dû commencer déjà il y a 1 an. Il y a le Val-de-Grâce à Paris qui est libre. Il y a 400 lits disponibles qu'on peut mettre en place en 1 mois. Il y a des personnes de la réserve qui ne sont toujours pas appelées. Il y a des problèmes de fonctionnement de l'hôpital public et des cliniques privées. La médecine de ville n'est pas associée. J'aurais aimé peut-être que le président rentre un peu dans les détails, peut-être des détails qui vous paraissent superflus, mais qui auraient rassuré les Français sur l'idée qu'il y a une stratégie globale, qu'on n'est pas simplement dans ce discours convenu. Je vais vous dire, je pense qu'il y a la moitié des Français qui ont éteint avant la fin. Hein. On verra ça demain sur les audiences. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan pour avoir été avec nous ce soir. Professeur Castellino, que répondez-vous à Nicolas Dupont-Aignan qui disait ce que disait également Elisabeth il y a quelques instants? Il y a un problème d'acceptabilité. Vous-même, vous le disiez hier, les gens, vous les avez vus partout. À quoi ça sert de prendre des mesures si elles ne sont pas respectées? Moi, je vais dire ma théorie. Excusez-moi, je suis beaucoup plus dans la politique que dans le scientifique. Je pense que ça fait des semaines qu'on nous bombarde que les Français, nous ne sommes pas des gens pusillanimes. Les Français, nous ne sommes pas des craintifs. La France est une grande nation, est un grand peuple qui a passé des grands moments d'histoire. Nous avons conquis l'Europe et dominé le monde à une époque. Et aujourd'hui, nous nous effondrons devant un virus, devant une contrainte qui est un phénomène historique auquel nous avons déjà été confrontés dans l'histoire. Nous avons vaincu toutes ces adversités. Mais si aujourd'hui le discours c'est « Ah mes petits loups, ah les pauvres, qu'est-ce que vous êtes malheureux », c'est sûr que ça ne sortira pas. Premier élément. Et deuxième élément, je pense aussi qu'il est le devoir de l'État de construire un discours qui permette de fédérer les Français. Aujourd'hui, tout le monde part de l'analyse qu'il n'y a plus de relation de confiance de la population dans l'homme politique. C'est la responsabilité du politique de reconstruire cette relation de confiance pour être crédible. Et troisième point, nous sommes aussi à dire que la plupart des Français, et j'en suis convaincu, respectent les règles. Et aujourd'hui, la plupart est prêt à dire « je suis prêt à faire un sacrifice dans l'intérêt collectif ». C'est pas vrai. On a un sondage Harris Interactive pour LCI aujourd'hui, 58% des Français se disent rétifs à un possible Parce que c'est un problème de confiance. C'est comme la vaccination. Mais dès qu'on lui dit la seringue est là, on va le vacciner. Par contre, il y a des gens qui ne respectent pas. Elle est où l'autorité de l'État? Parce que ça aussi, c'est une responsabilité d'État. Je vous dis, hier, je suis parti Bichat à 20h. Toutes les terrasses des bistrots, toutes, c'était la fête de la musique. Okay. Et elle est où la police? Et moi, je les vois, elle est où la police? Elle est où l'autorité de l'État? Ça, effectivement. Gérald Darmanin, on n'entend pas beaucoup. Ce sont des scènes aussi qu'on a vues. Et c'était pas dans le 93, comme disait. Non, mais on a vu ça aussi à Lyon hier, sur l'extrémité de Saône, au parc Vauban à Lille. On a vu ça à peu près partout, juste sur les sondages. Vous parlez, Elisabeth, du sondage avant l'allocution. On aura un sondage après l'allocution, dont les résultats seront révélés dans cette soirée pour savoir comment les Français ont accueilli ces mesures. Éric, que répondez-vous au professeur Castellino? Non, mais il a raison. On est une grande puissance. C'est vrai que. On est aujourd'hui, bon, c'est un propos d'ordre général, on le répète depuis 1 an, mais on n'est pas ceux qui avons appréhendé cette pandémie le mieux du monde, ni d'Europe. Voilà, on est même plutôt... On n'est pas les pires non plus. Mais pourquoi vous dites qu'on n'est pas les pires? Mais parce que c'est ce que le président vient de nous expliquer, on est à quelques semaines. Et ce qui est terrible, d'ailleurs, et ça je l'ai bien senti dans l'allocution du président de la République il y a quelques instants, c'est qu'après avoir expliqué le dispositif, la fermeture des écoles, etc., il a voulu, on a dû lui dire, ses conseillers, il faut donner des perspectives. Alors il faut donner des perspectives en ce moment, autour de l'Élysée, c'est vraiment un refrain qu'on entend depuis des jours. Bon, très bien. Alors il s'est plié à la règle. Et il a donné des perspectives, mais il y avait un côté un peu pathétique, soviétoïde, c'est-à-dire qu'il nous disait tout ira bien, il a parlé du mois de juin, de certaines terrasses qui allaient réouvrir, des bistrots joyeux, mais ça n'est pas la réalité de la France. Il y avait une dimension écran de fumée, décor en carton-pâte, parce que la réalité de la France de ce mois de mars et avril demain, c'est qu'on n'est pas dans les bistrots joyeux, on n'est pas là-dedans, et on est le pays, il y a quand même des démocraties européennes qui ont contourné Bruxelles pour acquérir des vaccins. Je ne parle pas que de la Hongrie. Même Angela Merkel, que tout le monde respecte, a dit « Mais s'il faut, j'achèterai du Sputnik V en contournant Bruxelles. » Et nous
Nous sommes les derniers à dire, mais finalement, on est très respectueux de la chose européenne, alors on attend. Et ça, c'est quand même terriblement frustrant. Donc il a dit, attention, tel vaccin va arriver dans 10 jours, dans 15 jours, et on ne fait qu'une chose, nous, citoyens français, attendre. Et nous attendons. Alors on est assez disciplinés finalement. Tout à l'heure, Enrique Casalino disait finalement, il y a des gens qui ont besoin de... Voilà, qui sortent le masque, qui boivent des coups dans les bistrots. Oui, enfin dans les bistrots clandestins. Il y en a peut-être, mais pas tant que ça finalement. Éric, vous êtes quand même... Vous exagérez un tout petit peu, parce que... Éric Brunet, si le président de la République n'avait pas ouvert des perspectives pour le mois de mai, nous avait dit un truc très triste, sinistre, je ferme tout, et puis c'est affreux, je ne peux pas vous donner de date, nous verrons si la vaccination fonctionne, ensuite on envisagera l'ouverture, mais très 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 prudemment. Éric Brunet sur ce plateau ce soir aurait dit, mais c'est quand même incroyable, il n'y a aucune perspective. Vous avez raison. Si je suis restaurateur, je déprime, je pleure. Si je suis commerçant, je suis au bord du suicide. Vous avez raison, sauf que ces perspectives sont en carton-pâte, c'est ce que je veux dire. Il a eu raison de nous en offrir. Il a eu raison. Sont en carton-pâte. Une information juste sur le côté carton-pâte. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un an, pratiquement, puisque c'était le 13 avril 2020, il avait dit quoi le président? Il avait dit « les jours heureux arrivent ». Et on est un an plus tard et on n'y est pas vraiment. Il avait dit également il y a un temps, il avait dit il y a un an, ceux qui vous disent qu'il y aura un vaccin en mars ou en avril 2021, maintenant, ça c'est pas faux, vous mentent. Oui, c'est vrai. Il a dit ça il y a un an. Il avait dit ça, oui. Éric Brunet, on est d'accord, il y a beaucoup de choses qui ont été ratées. Et il y a une chose d'ailleurs qu'il va falloir regarder attentivement, c'est si Jean-Michel Blanquer, tellement arc-bouté sur l'ouverture des écoles, a préparé l'enseignement à distance. Parce qu'à force de dire j'ouvre les écoles, est-ce qu'il a vraiment préparé ça? Il a eu le temps de le faire, on verra. Mais comparaison. Je peux déjà vous dire que non. Mais bon. D'accord. Vous voyez, est-ce que tous les élèves sont équipés? Je crains que non. Mais comparaison n'est pas forcément raison aussi. Vous savez depuis combien de temps les petits Américains dont vous disiez que c'était l'Eldorado ne sont pas allés à l'école? Depuis combien de temps? Un an sans école pour les petits Américains. Vous trouvez que c'est enviable ou pas? De temps en temps, il faut aussi, quand on se compare aux autres, savoir dire quand nous, on a pris des initiatives qui permettaient aussi de laisser vivre les gens normalement. Dans la hiérarchie des douleurs et des souffrances, sauver des vies, je ne dis pas ça, mais important. Voilà. 19 morts au Royaume-Uni avant-hier, 362 en France. Attendez, 19 morts. Combien de morts en Grande-Bretagne par rapport à la France? Mais vous avez raison, ils ont commencé... Combien de morts par rapport à la France? 130 000. Il valait mieux être en France qu'en Grande-Bretagne. Vous avez raison. 3 semaines. Vous avez raison. Voilà, il faut le dire. Ces jours-ci, il vaut mieux être au Maroc qu'en France. Oui. Parce que le Maroc a vacciné plus. Et juste, quand on dit qu'il y aura 30 millions de vaccinés en mai, et en juin, toutes les personnes de plus de... 30 millions en juin, enfin de mémoire, c'est 10 millions avril, 20 millions mai, 30 millions juin. Et après, on ouvre la vaccination aux moins de 50 ans. Voilà. Ça veut dire que nous aurons vacciné, dans le meilleur des cas, 30 ou 40% de la population dans les semaines qui viennent, 50, 60 ou 60 à la fin de l'été. 60%. Avec ça, nous n'atteindrons pas l'immunité collective suffisante pour éviter que le virus recircule. Aujourd'hui, avec le variant anglais qui a un R supérieur de 0,3 ou de 0,4 au variant historique, il faut passer de 70% de la population vaccinée à plus de 80-85% pour réussir à protéger la population. Les températures ne vont pas nous aider par Alors, les températures, c'est dangereux de faire le pari que la température va nous protéger. Je vous rappelle que le variant brésilien, qui circule en France aussi, beaucoup moins, il a fait des ravages au Pérou, au Brésil, au Chili, et c'est l'été là-bas. Il fait entre 28 et 35. Une réaction politique qui va dans votre sens sur le vaccin, c'est Marine Le Pen qui tweet que les mesures annoncées par Emmanuel Macron résultent notamment d'un Waterloo vaccinal, dit-elle, dont il n'assume pas la responsabilité. Ce sont hélas les Français qui paient les conséquences de ces retards, de cet orgueil, de ces incohérences, avec un impact lourd sur leur vie quotidienne. Arlette. Moi, je trouve quand même qu'il prend beaucoup de risques ce soir, Emmanuel Macron, en donnant des chiffres, des dates, même si c'est du carton-pâte, effectivement, si je crois Éric Brunet. Alors, si tout est en carton-pâte, alors franchement,
il va tout se prendre dans la tête dans les semaines qui viennent. Il y a les engagements sur la vaccination, les moins de 50 ans. Mais pour l'instant, c'est tenu. Il a donné les chiffres. On en est à 8 millions de personnes vaccinées. L'objectif, c'est 10 millions mi-avril. On y sera largement. Non, mais, alors ça, mi-avril, on y sera largement. Mais après, on va 20, 30 millions. Il redit l'ouverture de la vaccination au mois de juin pour tous les moins de 50 ans. Ouais. Il faut vraiment avoir beaucoup de doses et être très, très organisé. Quant aux perspectives de réouverture, là aussi, quand il donne des dates, ça vient vite, la mi-mai quand même. Hein. Donc, franchement, moi, je trouve qu'il a pris beaucoup de risques. Ça lui ressemble. Hein, c'est-à-dire, je prends le risque de ne pas prendre des mesures difficiles au mois de janvier. On verra bien. Et aujourd'hui, il prend des engagements. Et encore une fois, s'il ne les tient pas, je pense que, et s'ils ne peuvent pas être tenus, eh bien, ils jouent gros. Ça, c'est sûr que parfois, il arrive des choses que même lui ne pouvait pas prévoir, sur AstraZeneca, par exemple. Mais malgré les difficultés d'AstraZeneca, Eric, le planning, il est tenu pour l'instant. Oui. Encore une fois, hein, on y est aux 10 millions à la mi-avril. Vous avez raison, mais ce n'est pas un planning très ambitieux. Hein. On vaccine 250 000 personnes. En France, moins de 300 000 tous les jours. C'est très faible. À côté de nous, il y a des pays avec les populations comparables qui sont à presque 1 million par jour. On vaccine 3 millions d'Américains tous les jours. Alors, ce n'est pas la même taille, les États-Unis et la France, mais en Angleterre, on vaccine pas loin d'1 million de sujets britanniques tous les jours. Donc, oui, nous, on se réjouit de peu. On se réjouit d'objectifs assez médiocres. On dit, on tient les objectifs, hein. 220 000 pour un pays centralisé, jacobin, comme la France, qui est un pays qui est capable de déployer des politiques publiques audacieuses, avec encore une fois un maillage territorial de qualité, des hauts fonctionnaires de qualité qui sont nombreux. Arriver seulement à 220 000 vaccinations, ou 230 ou 250 en fonction des jours par jour, c'est très faible. Nous nous satisfaisons finalement d'objectifs assez médiocres. Alors oui, vous avez raison, on va peut-être les tenir, la belle affaire. Avec tout de même des choses qui vont se produire dans les semaines qui viennent, notamment l'arrivée du vaccin Johnson & Johnson, qui est très attendu pour la mi-avril. Il y a un nombre massif de vaccins qui doit arriver. J'ai plus les chiffres en tête. Oui, 8 millions de vaccins Johnson d'ici à fin juin, 500 000 en avril. On aura peut-être des bonnes surprises, Enrique Casalino, même sur le Sputnik V. Les choses sont en train de changer. Ah, mais je n'ai qu'une envie, c'est de me tromper et que nous nous soyons tous trompés collectivement. Mais je regarde quand même l'Angleterre. Je regarde Israël, je regarde les États-Unis. La réussite de la vaccination est liée au fait qu'il y a eu et la vaccination et un confinement strict. Ce n'a pas été la vaccination toute seule. Parce que la situation était pire que chez nous. La situation, elle n'est pas bonne chez nous. Hein. Donc, non, on ne peut pas dire pire dans le drame. Là, la situation chez nous est extrêmement inquiétante. Lorsqu'on dit que nous sommes à 100% de nos lits occupés, nous avons 5 000 lits de réanimation en France, nous avons plus de 5 000 malades Covid. Où on met les autres patients qui viennent habituellement dans nos 5 000 lits de réanimation? 17 000 lits, le président. Il a dit tout à l'heure 7 000. Oui, on les met dans des lits qu'il a fallu passer les murs, mais pour pouvoir avoir du personnel infirmier et médical pour s'occuper de ces patients, qui sont très consommateurs de moyens, nous avons dû fermer des lits dans d'autres secteurs de l'hôpital. Donc, on a fermé d'un côté pour ouvrir de l'autre. Nous avons fermé des activités chirurgicales, nous avons déprogrammé. Nous avons déprogrammé des blocs opératoires, des chimiothérapies, des transplantations, la prise en charge des fractures, de la traumatologie, quand même. Donc, nous avons conservé la maîtrise de l'hôpital. Il a dit il ne faut pas être dans la panique. Il vous l'a dit. Oui. Alors, il a tort de dire ça. Nous avons maîtrisé, nous avons conservé la maîtrise de l'hôpital. Dynamisant pour les équipes de soins, je le salue. Factuellement, est-ce que c'est vrai? Factuellement, la perspective dans les 2 semaines de l'hôpital, dans toutes les régions qui sont très touchées et dans toutes les autres où les taux d'occupation frôlent déjà les 50% de patients Covid, hein, 100% des lits sont occupés. Mais 50%, c'est déjà du Covid. La moitié, c'est du Covid. Il ne reste qu'une moitié pour faire le reste. Ce qu'on faisait avant, dans 100%, on le fait dans 50%. Dans toutes les régions de France. Celle qui est la moins touchée doit être à 35 ou 40% de ces patients, des patients dans leur lit de réanimation Covid. Donc, si les courbes continuent à augmenter dans les jours qui viennent, les mêmes effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets dans la semaine, dans les 2 semaines,
la pression va augmenter de façon considérable dans ces secteurs. Ouais. Cela dit, les projections publiées par l'AP-HP hier, des projections alarmistes, ont été contestées par pas mal de vos confrères tout de même. Éric. Justement, dans cette prise de parole, le président de la République ne répond pas à tout le petit barnum qu'il y a eu depuis quelques jours, c'est-à-dire la pétition, ou plutôt la tribune des 41 médecins dans le journal du dimanche, qui disait, Monsieur le Président, en gros, mesure immédiate, urgente, il est déjà trop tard. Directeurs de crise, tous en charge d'organiser des hôpitaux de la paix pour faire face à la situation actuelle. C'est très puissant. Deuxième tribune dans Le Monde, de 9 médecins, les projections de la PHP, Martin Hirsch, qu'on a accusé, le patron des hôpitaux de Paris, qu'on a accusé de fomenter un petit complot, entre gros guillemets, contre Macron, en mettant en scène, en quelque sorte, la désespérance des hôpitaux parisiens. Oui, de faire de la politique. De faire de la politique. Donc on aurait pu imaginer qu'il allait concéder, prendre des mesures typiquement franciliennes pour répondre à ces exigences assez pressantes des médecins parisiens. Pas du tout. Les mesures qui sont prises aujourd'hui ne sont pas parisiennes du tout. Il n'y a pas de spécificité francilienne. Il n'y a aucune spécificité francilienne. Ne pas céder à la panique, c'est une manière de répondre à tous ces médecins. Voilà, vous écrivez, ok, moi je décide, on ne cède pas à la panique, et il y a une maîtrise de la situation à l'hôpital. Et par ailleurs, des médecins, comme le disait Julien, qui disent pas la même chose que ceux de la PHP. Absolument. Ouais. Et parmi ces médecins, il y a ceux de la Fédération hospitalière de France, notamment la Fédération hospitalière de France Île-de-France, Serge Blisco, qui a publié un communiqué pour dire il n'y aura pas de tri, et parler de ça, c'est contre-productif et c'est désespérer les familles et les malades. Le président de la Fédération hospitalière de France, pour l'ensemble du pays cette fois, est avec nous, c'est Frédéric Valtou. Bonsoir Frédéric Valtou, je précise que vous, dans la journée, vous avez appelé un confinement strict. Est-ce que ces annonces du président de la République vous déçoivent ? Elles nous déçoivent, elles sont en retrait de ce qu'on attendait au regard de la situation sanitaire que l'on connaît. On avait une réunion ce matin de l'ensemble des hospitaliers, franciliens compris, et de tous les quatre coins du territoire est montée effectivement une inquiétude sur l'emballement de l'épidémie, plus forte bien sûr dans certains territoires, mais une inquiétude face effectivement à la situation que vont devoir affronter les hospitaliers. L'emballement de l'épidémie que vous évoquez déjà depuis le début de la soirée et qui a été rappelé va faire que de toute façon on va avoir un pic de la crise dans 15 jours, 3 semaines. On est déjà à des niveaux très hauts et que le pic du printemps est aujourd'hui quelque chose qui est un scénario qui peut tout à fait se reproduire dans les prochaines semaines. Et pourtant, la situation va être différente puisque au printemps dernier, il faut se souvenir que si les hôpitaux franciliens du Grand Est et des Hauts-de-France ont tenu, c'est parce qu'il y a beaucoup de soignants des hôpitaux des autres régions qui étaient venus, j'allais dire, donner un coup de main. Et c'est aussi parce qu'on avait évacué 600 patients des zones les plus touchées vers les zones les moins touchées. Aussi bien aujourd'hui en matière de transfert de patients que de transfert de soignants pour aller aider les hôpitaux les plus concernés, tout ça n'existera pas dans les prochaines semaines. Donc oui, les hospitaliers sont inquiets effectivement de la situation et attendaient sans doute des mesures plus carrées, plus strictes, qui permettent de pouvoir dire avec certitude qu'on était dans un vrai freinage de l'épidémie. Là, c'est un pari. Le pari que ce qui a marché à moitié jusqu'à présent marchera mieux dans les prochaines semaines, c'est un pari. Il y a quand même une mesure assez forte sur les écoles et vous allez peut-être aussi mettre votre autre casquette, celle de maire. Est-ce que cette mesure sur les écoles, cette fermeture pendant 3 semaines des écoles peut avoir un impact de freinage supérieur à ces mesures étendues sur l'ensemble du territoire ? Non, mais qu'on entende bien ce que je dis, on a passé un cliquet supplémentaire, on a passé un braquet supplémentaire, on a intensifié les mesures. On n'est pas dans un freinage certain, effectivement, de l'épidémie. On a densifié, renforcé les mesures et effectivement la fermeture des écoles qui était en train de se faire, parce que naturellement, classe après classe, on était en train de voir les écoles se fermer encore quelques jours et elles étaient nombreuses à être fermées. Donc effectivement, c'est une mesure qui va dans le bon sens. Mais voilà, c'est un pari. Personne ne peut dire ce soir si effectivement, de manière certaine, contrairement au 17 mars 2020,
qui était effectivement avec la certitude qu'à partir du moment où les interactions sociales allaient être violemment freinées, l'épidémie allait de pair être freinée aussi. Ouais. Là, personne ne peut dire avec certitude qu'effectivement la pression va vraiment diminuer dans les semaines prochaines pour les hospitaliers. Ce sont sur les épaules des hospitaliers que va reposer la responsabilité, effectivement, peut-être dans certains hôpitaux de choix éthiques qu'on n'espère pas. Je ne suis pas un pessimiste par nature, mais aujourd'hui, personne ne peut dire que ça marchera. Merci beaucoup Frédéric Valletoux pour avoir été avec nous ce soir en direct et avoir réagi quelques minutes après cette allocution présidentielle. Autre réaction politique, celle-là, celle de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Que dit-il? Le leader LFI, il évidemment n'acclame pas ces mesures présidentielles qu'il juge incohérentes pour les élèves, les uns à l'école, les autres à la maison. Couvre-feu sans alternance, avec des heures de travail, ce qui veut dire qu'il y aura la cohue. Lui, il demande depuis longtemps des purificateurs d'air dans toutes les écoles, ainsi que les masques FFP2 gratuits, la licence libre pour les vaccins. Sur tout ça, rien du tout. Désolant, il est urgent de planifier le prochain déconfinement. Réaction également dans les corps sociaux de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Ce nouveau confinement va être terrible pour les secteurs fermés. Ce doit être le dernier. Ouvrons-les tous le 15 mai. Justement, sur ces questions économiques, Pascal Perry nous a rejoint. Quelle est votre première réaction à vous, Pascal, sur ces mesures ? Sur le terrain économique, rien ne change en réalité, puisque la politique... Il y a des commerces qui ferment en plus quand même. Pardon ? Il y a des commerces qui ferment en plus quand même. Des commerces qui vont fermer en plus, mais une fois encore, le dispositif de couverture de l'État s'étend à l'ensemble de ces secteurs. On peut regretter évidemment le fait qu'il n'y ait pas de mesures très territoriales, parce que tous les territoires ne sont pas à égalité face au virus, et là... En effet, c'est une politique d'ensemble sur le territoire national. Sur le plan strictement économique, les parents qui devront garder des enfants bénéficieront du dispositif du chômage. Les aides aux entreprises sont maintenues. Je vous rappelle quand même que ça fait un petit peu plus de 7 milliards d'euros par mois. Donc c'est une somme relativement significative. Le gouvernement a annoncé hier soir dégager 200 millions d'euros supplémentaires pour les commerces qui ont des stocks invendus. Donc ce sont des mesures complètes de couverture du risque pour les entreprises. Ma préoccupation sur le terrain économique, vous savez, on est dans un moment où le sanitaire tient l'économique, en réalité. Il faut absolument être prêt au mois de juin. Toutes les prévisions de l'OCDE, de l'INSEE nous disent en substance que le vrai redémarrage de l'économie française, c'est pour le mois de juin. On a une économie de services, une économie qui repose en partie sur le tourisme. Je prie pour que les mesures qui sont prises soient efficaces, suffisamment efficaces pour préparer la France à accueillir des touristes français, j'espère des touristes étrangers également, à partir du mois de juin. L'industrie sait travailler en mode dégradé. Le secteur des services a appris à travailler avec le télétravail. Il y a évidemment le secteur du commerce, de l'artisanat, mais là encore, couverture intégrale du risque par l'État. Le quoi qu'il en coûte, d'ailleurs, au passage, n'est pas éternel. Il faudra quand même en sortir un jour. Et donc, j'espère que... Je m'interroge sur l'efficacité des mesures. Éric. Pour prolonger ce que dit Pascal, il faut quand même s'arrêter quelques instants sur les variables d'ajustement. Ceux qui, économiquement, vont perdre dans cette affaire. Parce que bon, les enseignants qui vont faire du distanciel ou qui vont être mis en vacances forcées pendant les semaines qui viennent, eux, ne vont pas perdre d'argent. Les écoliers, alors ils vont perdre bien évidemment un accès à la connaissance qui est quelque chose de très important, mais sur le plan purement économique, encore une fois, ce sont des commerçants. Voilà, aujourd'hui, il y a des commerçants à La Rochelle, où vous voulez, à Rayon, voilà, à Mans, dans Lozère, qui vont fermer lundi. Eux vont perdre. Les salariés également de ces commerçants, parce que les salariés, même s'ils sont pris en charge au titre du chômage partiel, un salarié, il perd 1 à 2 mois de salaire par an. Donc ça n'est pas anodin. Voilà des gens qui vont vraiment perdre. Et puis les entreprises, parce qu'effectivement, les entreprises dont les enfants les salariés dont les enfants vont devoir rester à la maison, vont rester eux-mêmes à la maison, ça va considérablement désorganiser les PME. On ne le dit jamais assez, parce qu'on dit, oh, bah, c'est bien finalement qu'il y ait des salariés en télétravail, puis qu'il y en ait d'autres qui restent à la maison parce que les enfants sont scolarisés, donc ils restent à la maison. Mais la réalité, c'est que ça fout un soupe terrible, notamment dans les PME et même dans les grandes entreprises. Donc voilà les vrais perdants sur le plan économique. Attention, hein, je ne parle pas du registre sanitaire. Sur le plan économique, il y a des PME, il y a des commerçants qui sont les variables d'ajustement au fond. C'est eux qui soutiennent plus que les autres l'effort collectif pour lutter contre la maladie. Il ne faut jamais l'oublier. Elisabeth, on est dans un retour du quoi qu'il en coûte ce soir.
Oui, en tout cas, effectivement, le gouvernement oui, mais on avait a toujours dit que dès qu'il prendrait une mesure qui pénalisait économiquement une entreprise, grande ou petite, il était là. Eric a raison. Les commerçants sont les sacrifiés, ceux qui sont fermés en ce moment, sont les sacrifiés. Et effectivement, il faut qu'ils soient soutenus. C'est la même chose partout, hein. En Italie, elles sont beaucoup moins soutenues et on sait qu'il y a un nombre de restaurants qui ne rouvriront jamais qui est beaucoup bien supérieur. Mais quand même, on a entendu tout à l'heure, il a pris un risque en effet, Emmanuel Macron. Le 15 mai, réouverture des terrasses des restaurants. Est-ce qu'avec 30 millions de vaccinations, si on y arrive, parce que si on y arrive, admettons qu'on y arrive, est-ce qu'ouvert... L'animé, c'est 20 millions, encore une fois. C'est 20 millions. Et c'est 20 millions. Merci, Julien. 20 millions de vaccinés. Est-ce qu'il est prudent de rouvrir les terrasses et les musées, professeur Casalino? Israël avait essayé de le faire. Il a refermé à nouveau parce que ça ne suffit pas. Et il y a un autre problème aussi, parce que je partage... Donc là, il a joué un peu au casse-cou, là, le président. Voilà. Il a joué au casse-cou. Il a pris un risque devant les Français qu'il ne pourra peut-être pas tenir. Ce qui m'inquiète en plus, c'est que, OK, la pilule est amère, et je comprends parfaitement ce débat économique. Ne pensez pas qu'à l'hôpital, nous sommes enfermés, enquistés dans un supramonde où nous sommes complètement isolés de la réalité. Nous, on voit tous les jours l'impact de la misère, la précarité, la difficulté sociale. C'est notre quotidien dans les hôpitaux. Mais... On le voit. Et on voit la difficulté des commerçants. Et croyez-moi, ce sont nos patients, on les entend. Parce que mes patients, ils vous racontent beaucoup de choses et de ce qu'ils vivent. Le problème, c'est qu'on fait payer le prix à ces gens-là et on n'est pas certain que ce sacrifice va être efficace. Vous voyez? C'est parce que Emmanuel Macron, il dit le contraire. Il dit nous avons gagné. Ça veut dire au contraire, mais pour l'instant, c'est pas évident la victoire. Hein. Non, mais juste un mot, docteur. Nous sommes le pays de l'OCDE dans lequel le traitement économique et social de la pandémie a été le plus généreux, le plus confortable. Après, on parlera du stock de dette qu'il faut traiter. Mais le chômage partiel, l'activité partielle de longue durée, la couverture, y compris des invendus, c'est quasi soviétique quand même. Hein. On finance les invendus dans des commerces qui sont fermés. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire économique du pays. Des mesures du fonds de soutien, non, du fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État qui n'ont pas été totalement purgés, 130 milliards d'euros sur 300 disponibles. Enfin, il faut quand même qu'on se rende compte que dans ce pays, même si les mesures sanitaires sont contestables, les mesures économiques, enfin, Bercy a réussi, si vous voulez. La copie de Bercy, elle est quasi parfaite. C'est la seule. Hein. Autre réaction sanitaire, un de vos confrères, professeur Casalino, qui est avec nous, c'est Djilali Hanan, chef du service des réanimations à l'hôpital Poincaré de Garches. Bonsoir, professeur, merci de nous répondre. On a entendu la déception, pour ne pas dire la colère, de votre confrère Casalino il y a quelques minutes. Est-ce que vous aussi, ce soir, vous êtes en colère, vous qui demandez un confinement beaucoup plus sévère depuis longtemps?